Samedi 29 juillet 2017, bienvenue dans votre émission Le Grand Oral. C'est un immense plaisir, Monsieur le Préfet, un remerciement renouvelé de nous avoir accordé cette interview. Cette interview qui, à la veille de ces élections législatives, qui défraie l'actualité. Vous le savez, l'organisation est confiée à l'administration sénégalaise par le biais du ministère de l'Intérieur. Les préfets en première ligne aujourd'hui, quel est le niveau de répartition des bureaux de vote et centres au niveau de votre commune? Merci, je vous remercie, c'est moi qui vous remercie. Vous me donnez effectivement l'opportunité de vous dire effectivement qu'au niveau de l'arrondissement de Dakar Plateau, que j'ai l'honneur de diriger, la répartition est ainsi composée dans 5 communes. Et dans ces 5 communes, que sont la commune de Gorée, de Plateau, de Fass Colobane Gueule Tapée, de Fann Amitié Point E et de la Médina. Et dans ces différentes communes, nous avons 242 bureaux de vote répartis dans ces différentes communes. Le niveau d'organisation à ce jour, tout est fin prêt. Le matériel électoral a été conditionné. Aujourd'hui, tout le matériel est aujourd'hui mis à la disposition des forces de défense et de sécurité qui vont les remettre dès demain matin au président des bureaux de vote qui seront chargés de conduire les épreuves électorales. Donc, c'est pour dire qu'en ce qui nous concerne, que le ministère de l'Intérieur a pris toutes les dispositions pratiques pour nous permettre d'organiser des élections libres, claires et transparentes. Alors, qui parle d'élection parle de cartes d'électeurs. Cette année, les cartes d'identité biométriques, c'est la nouveauté au Sénégal. Mais aussi, il y a beaucoup de polémiques autour de la distribution et de la confection de ces cartes. Oui, vous savez qu'on est un pays démocratique dans lequel l'expression est libre. D'ailleurs, c'est ce qui justifie votre présence ici. Et les gens ont quand même la possibilité de s'exprimer, de donner leur avis. Mais pour rappel, n'oublions pas que c'est le 4 octobre 2016 que nous avions eu à démarrer cette opération qui a été lancée par le chef de l'État, le président, son Excellence, le président Macky Sall. L'objectif était d'enrôler 4 500 000 de Sénégalais. C'est ce qui se trouvait dans l'ancien fichier. Et ceci, l'objectif qui nous avait conduit à cette opération était une demande sociale qui a été exercée par les hommes politiques par souci de transparence pour la consolidation de la démocratie. Le président a pensé effectivement qu'il fallait accéder à cette demande. Depuis lors, un processus a été mis en place. Il fallait donc enrôler en 6 mois 4 500 000 de Sénégalais. En 6 mois, on a enrôlé 6 500 000 de Sénégalais. La deuxième épreuve consistait à la production. Il fallait aussi produire 6 500 000 de cartes. Et la troisième épreuve consistait à distribuer 6 500 000 de cartes. D'octobre à nos jours, je crois que c'est 9 mois. Pour une telle opération, très lourde, très dure, parvenir aujourd'hui à ce résultat, je pense que c'est un résultat qui est satisfaisant. Même s'il faut reconnaître qu'il y a parfois des imperfections dans la distribution, le problème ne s'est jamais posé au niveau de l'enrôlement, moyen encore de la production. Et la distribution a été très lourde. Et même si effectivement l'administration en a une part de responsabilité, il faut reconnaître aussi que les populations en ont aussi une autre. Du simple fait que du mois de février jusqu'au mois de mai, les gens ne venaient pas récupérer leurs cartes. Il a fallu attendre le dernier moment pour que tout le monde se dirige vers les centres de distribution des cartes, qui sont aussi ce qui reflète une opération extrêmement difficile. Et ça aussi, c'est lié à nos habitudes.
Et j'ai l'habitude de dire que s'il y a des problèmes, ne nous précipitons pas pour condamner les uns et les autres. Cherchons à savoir quelle est notre part de responsabilité par rapport à ce problème-là. Les Sénégalais, quoi qu'on dise, quelle que soit la situation, sont aussi des gens de la dernière minute. Vu cela donc, que on peut effectivement constater qu'il y a des problèmes, mais c'est ce qui explique ces problèmes-là. Mais en termes d'objectifs, si c'était par rapport à l'ancien fichier, aujourd'hui, il est largement dépassé. Parce qu'à l'heure où je vous parle, plus de 5 millions de cartes sont déjà distribuées. Et si on doit prendre comme paramètre Dakar, on peut se tromper. Parce qu'à l'intérieur du pays, la distribution est parfois jusqu'à 98%. Et à ce jour, ici, dans notre circonscription, on est en train de dépasser les 70%. Au niveau de Dakar Plateau. Dakar Plateau, pour dire qu'aujourd'hui, il y a peu de personnes qui n'ont pas encore reçu leur carte. Mais par souci de transparence, par souci de répondre effectivement aux directives de la Constitution, Monsieur le chef de l'État, par des voies réglementaires, a saisi le Conseil constitutionnel pour permettre aux autres citoyens qui sont inscrits, qui ne sont pas encore en possession de leur carte d'identité biométrique, de pouvoir voter. Fort de cela donc, que le Conseil constitutionnel a été saisi officiellement et il a émis un avis favorable. Donc, cet obstacle juridique, il est aujourd'hui levé. Les Sénégalais titulaires de le récépissé qui s'étaient inscrits, qui n'ont pas aujourd'hui, qui ne sont pas en possession de leur carte d'identité, peuvent le jour du vote se présenter devant le bureau du vote, munis de leur récépissé et une autre pièce qui permet de les identifier. C'est la carte nationale d'identité numérisée. C'est le passeport. C'est aussi il y a la carte d'identité, il y a le passeport. Et le permis de conduire. Et le permis de conduire ne fait pas partie. Ne fait pas, partie parce que le permis de conduire ne contient pas un numéro d'identification. D'accord. Mais la carte d'identité numérisée, le passeport contient des numéros d'identification qui permettent d'identifier l'électeur. Alors, il y a beaucoup de débats effectivement, mais est-ce que le débat en vaut la peine? Aujourd'hui, la carte biométrique ne permet que d'identifier la personne. Et si l'individu est inscrit, c'est le récépissé d'inscription qui permet au président du bureau de vote de savoir effectivement que la personne est dans le fichier. Maintenant, si la personne est dans ce fichier, pour éviter la confusion, il faut quand même que cette personne décline son identité. Ce qui permet effectivement à la personne de voter. Certains qui disent qu'on peut voter 2 fois. Si une personne est inscrite, son nom ne figurera que dans un seul fichier. Il n'y a pas 1000 fichiers. Est-ce que ça ne risque pas de compliquer l'opération, d'autant plus qu'on sait déjà qu'il y a 47 listes en lice? Est-ce que cette opération de vérification de cette personne qui a une autre pièce autre que la carte biométrique... Il n'y a pas une complication parce que c'est dans les mêmes procédures. On présente la pièce d'identité biométrique pour se faire identifier. On présente l'autre pièce parce que si on a la carte d'identité biométrique, même avec la carte d'identité biométrique, le président du bureau de vote est tenu de regarder sur la liste d'émargement est-ce qu'effectivement cette personne est inscrite sur la liste électorale. Autant qu'on vérifie pour le récépissé, si vous êtes inscrit sur les listes électorales, autant avec la carte d'identité biométrique, on vérifie effectivement si vous êtes inscrit au niveau, n'est-ce pas, de la liste électorale, des listes électorales. Donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. L'autre donne, c'est que il ne peut pas y avoir de possibilité de vote. Parce qu'il s'est posé un cas. Certains disent qu'il y a des Sénégalais qui viennent d'avoir 18 ans, qui sont inscrits, qui n'ont jamais eu une pièce d'identification. Là aussi, il y a eu un palliatif qui a été trouvé. Les personnes qui sont âgées de 18 ans, qui ne sont jamais inscrits, qui viennent de le faire pour la première fois, qui doivent voter, s'ils n'ont pas de pièce d'identification, doivent se rapprocher des sous-préfets ou des préfets avec une photo et un extrait de naissance pour l'établissement d'une fiche d'immatriculation qui leur permettra de voter. Est-ce qu'avec ce délai court, ça vous permet de donner à toutes ces personnes-là à des pièces? À chaque fois que les gens en font la demande, nous, on est disponible et disposés à leur permettre d'exercer le droit de vote.
Est-ce que la communication a passé pour permettre à ces gens d'en être Vous savez, informés? la communication est toujours passée. Mais on a deux types de Sénégalais. Des Sénégalais qui écoutent ce qui est utile et d'autres qui passent tout le temps à débattre sur des choses qu'ils ne connaissent pas. Et je le dis souvent, la presse qui devait nous aider dans ce sens sort plutôt pour chercher du sensationnel. Devant des situations pareilles, le premier rôle de la presse devrait aider d'abord à faire comprendre aux Sénégalais ce qu'il y a à faire. Mais tous les débats que vous voyez dans les plateaux de télévision ou de radio, c'est d'abord qu'est-ce qui explique cela. Mais non pas dire aux Sénégalais qu'est-ce qu'il faut faire pour effectivement imposer le droit de vote. Et je crois que même si peut-être ça fait du bruit, ce n'est pas bon pour la presse. La presse, avant tout, est une presse qui doit informer. Et ensuite, qui doit aider à trouver des solutions. On ne doit pas avoir seulement une presse qui pense qu'il faut passer tout son temps à dénigrer sans jamais donner des propositions. Quand je le dis, ce n'est pas tout le monde, bien sûr. Mais quand même, il faut aujourd'hui que les gens puissent comprendre. Devant les situations nationales, il doit y avoir un sursaut national. Parce que n'oublions pas que tout le monde n'est pas politique au Sénégal. Mais le devoir de vote, quand même, est garanti par la loi. Mais retenons aussi qu'au Sénégal, le droit de voter, le droit de s'inscrire sur les listes électorales n'est pas une obligation. Rien que cela fait qu'on ne peut obliger à personne d'aller s'inscrire, moins encore d'aller voter. Donc si la presse doit communiquer aujourd'hui, c'est plutôt dans ce sens. Mais si vous regardez la plupart du temps, c'est tout ce qui attise la violence qui fait l'objet, en tout cas, de points. Et je crois que c'est plutôt le contraire qui devrait y avoir lieu. Est-ce que ce n'est pas aussi l'administration qui ne communique pas assez? Comment l'administration ne communique pas assez? La preuve est que moi je suis en train de communiquer. Vous avez suivi le journal télévisé, vous avez suivi les journaux, les différents journaux de la place, vous avez suivi les différents acteurs qui ont à communiquer, vous avez entendu le ministre de l'Intérieur parler, vous avez vu la sortie du directeur de la DAF, vous avez vu la sortie du DGE, ainsi de suite, ainsi de suite. Si ce qu'ils font, si ce n'est pas communiqué, je me demande qu'est-ce que vous appelez communiquer. C'est fort de cela donc que je crois qu'aujourd'hui, moi qui vous parle, je le fais rarement, mais à chaque fois que de besoin, je communique pour effectivement déclarer la lanterne, pour en tout cas amener les gens à rétablir la vérité, pour amener les gens à comprendre effectivement les vrais problèmes et la conduite à tenir. Alors, vous avez déclaré tantôt que le devoir du vote est garanti par la loi. Aujourd'hui, une certaine frange de l'opposition, pour ne pas citer Manko Taxawu Sénégal, a décidé de s'opposer à ces décisions du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire de barrer la route à toute personne qui ne détiendrait pas une carte d'identité biométrique pour voter ce dimanche. Quelles sont les mesures sécuritaires que vous avez prises pour permettre aux citoyens de voter en toute tranquillité? Bon, de toute façon, les mesures que nous avons prises, je ne vous le dirai pas. Mais la seule chose que je puisse vous dire, que les Sénégalais iront voter, sans être inquiétés. Vous garantissez ça? J'ai dit que la seule chose que je puisse vous dire, que les Sénégalais iront voter sans être inquiétés. Mais ce que nous avons à faire, ce n'est pas devant des micros que je le dirai. Alors, quand on parle aussi d'élections, on va revenir sur le retrait des cartes. On connaît l'histoire des présidents de commission. Ça a posé aussi un grand débat aussi au Sénégal. On se rappelle dernièrement d'un président d'une commission qu'on a dit qui détenait en devers lui plus de 1000 cartes. Comment se fait cette nomination des présidents de commission et qui les nomme? Les présidents de commission sont nommés par l'autorité administrative que nous sommes. Ils sont détenteurs du pouvoir de détenir ces cartes parce que ce sont des personnes assermentées à ce niveau. Ce sont des personnes à qui on a fait confiance. Ce sont des personnes qui aujourd'hui ont la responsabilité de distribuer les cartes et de nous rendre compte régulièrement. Si on va maintenant jusqu'à kidnapper un président de commission dans un pays qui se dit démocratique, ça devient excessivement grave. Il faut que dans ce pays, qu'on puisse quand même savoir raison garder. Ce n'est pas parce qu'on est politique, ce n'est pas parce qu'on est maire qu'on se croit tout permis. Je crois qu'au-delà de ça, il faut aujourd'hui revoir le statut du maire. Qui doit être maire? Est-ce que sur le simple fait d'avoir des voix, n'importe qui doit être maire? Je crois qu'il y a un minimum de compétences, de décence, de moralité qui doivent amener les gens à être élus maires. Et si vous regardez cela, les personnes qui le font en général, ce sont les mêmes. Donc, par rapport à ces questions, je crois qu'il faut qu'on retourne à la raison.
il faut qu'aujourd'hui qu'on puisse savoir que si un maire est élu par 2000 personnes, dans ces 2000 personnes, ça va ne compte qu'une. S'il est élu dans le conseil municipal par 80 ou 60 conseillers, parmi ces conseillers, ça va ne compte qu'une. On a l'impression qu'il y a parfois qu'on appelle des abus. Et quoi qu'il en soit, nul n'a le droit de se faire justice. Si quelqu'un pense que aujourd'hui il est attaqué, ou bien ce qu'il concerne, c'est en porte-à-faux avec la justice, mais il peut aller au niveau de la justice pour voir ce qu'il faut faire. Mais pensant que devant les plateaux de télévision, c'est en insultant, c'est avec l'arrogance, c'est pas avec une discipline notoire qu'on peut impressionner les Sénégalais, c'est dire que cette personne ne connaît pas encore le Sénégal, ne connaît pas encore la mentalité sénégalaise. Notre société est une société organisée, où c'est le djom, c'est le kersa. Le kersa a une représentation dans notre société. Le djom a une représentation dans notre société. L'éducation a une place importante dans notre société traditionnelle. Mais aujourd'hui, si on pense qu'avec l'arrogance, avec l'indiscipline, on peut conquérir des cœurs pour un projet politique, je dis que c'est un problème. Et comme vous le savez, ceux qui s'adonnent à la violence, ce sont ceux-là qui n'ont pas d'argument intellectuel, d'argument politique à proposer à leurs concitoyens pour faire face aux problèmes de la cité. Parce que le maire, par essence, c'est quelqu'un qui gère la cité. Le maire est un agent de l'État. La mairie, telle que conçue, est un département de l'État. Je ne pense pas donc que l'État puisse mettre en place des outils pour ces populations et que l'État accepte que cet outil-là puisse être utilisé contre ces mêmes populations. Ce ne serait même pas décent pour un maire de menacer sa population. Et je peux vous dire que les Sénégalais les politiciens ne représentent pas 25% de la population. Donc il faut qu'on revienne à la raison, qu'on sache que le Sénégal nous appartient. Les élections, le dimanche, vont être dépassées. Est-ce que le Sénégal va s'arrêter le dimanche? Est-ce que tous les Sénégalais sont intéressés par ce qui se fait? Et on regarde aujourd'hui le regard que les populations ont sur les politiques. Je crois que les hommes politiques doivent aujourd'hui faire leur introspection. On voit aujourd'hui des gens qui reviennent dans la scène politique parce qu'ils pensent que les politiciens ont atteint leurs limites. Ont échoué. On voit aujourd'hui des situations qui font que on n'entend plus des projets et des programmes. Ce sont des invectives, ce sont des injures à longueur de journée, c'est de la violence à outrance. Et je crois que si on est encore en retard en Afrique, surtout au Sénégal, c'est lié à notre indiscipline. Tous les pays développés, le premier facteur de développement de ces pays, c'est d'abord la discipline. Et sans la discipline, on ne diffère nullement des animaux. Et si on est des animaux, on n'est pas né pour diriger. Je crois que c'est autant de facteurs qui font que moi j'ai mal quand je vois quelqu'un se comporter de manière incorrecte. Au nom de quoi? Au nom de quoi? Est-ce que c'est un mérite qui lui pousse à le faire? Est-ce que c'est une compétence qui lui pousse à le faire? Non, il pense qu'il est élu, donc tout est permis. C'est pour dire simplement aujourd'hui, le Sénégal n'a pas besoin de violence. Les populations n'ont pas besoin de violence. Ils ont besoin de solutions par rapport à leurs problèmes. C'est vite dépassé. Mais c'est pour dire aussi que c'est l'État qui garantit la sécurité des Sénégalais. Et la sécurité des Sénégalais sera garantie. Inch'Allah. Alors, autre inquiétude des Sénégalais pour demain 30 juillet, c'est le nombre de bulletins. Et que beaucoup pensent que les délais impartis pour voter, c'est-à-dire de 8h à 18h, ne pourra pas être respecté. Est-ce qu'on peut s'attendre à une prorogation de l'heure? Cette question a été réglée. Elle a été réglée de manière consensuelle entre les acteurs politiques eux-mêmes. Aujourd'hui, dans chaque bureau de vote, vous allez trouver 47 bulletins, mais l'électeur a le choix de prendre au minimum 5 bulletins et au maximum 10. Et ça, c'est raisonnable. Et aujourd'hui, quand vous regardez les bureaux de vote, c'est plafonné à 600 personnes. 600 personnes. Et si on doit voter de 8h à 18h, si le vote dure 1 minute 25 secondes, au moins 600 personnes peuvent voter. La question maintenant, c'est d'aller voter. C'est la question que les gens puissent être là toute la journée. Et s'il y a lieu de proroger, là aussi, c'est prévu par les textes. Le président du bureau de vote et son équipe apprécient, au moment de la clôture, l'opportunité de prolonger le vote
ou bien de clôturer le vol. C'est pour vous dire qu'à ce niveau-là, l'administration aussi a prévu effectivement cette situation pour en tout cas permettre aux Sénégalais d'exercer le droit de vote. Alors, monsieur le préfet, je rappelle que vous êtes à la tête de cet arrondissement qui est composé de 5 communes, vous l'avez dit tantôt. Quelle est votre relation avec ces différents maires? J'ai des relations extrêmement correctes avec ces différents maires. Je ne peux pas avoir des relations autres que des relations correctes parce que je suis agent de l'État, commune de l'État, délégué du chef de l'État, qui a effectivement, n'est-ce pas, aujourd'hui, qui a eu à transférer ses pouvoirs à ces différents maires, comme il les a transférés à mon niveau. Étant un agent de l'État, délégué du chef de l'État, le maire étant un agent de l'État, la mairie étant un département de l'État, je ne pense pas qu'on puisse parler un autre langage. Si nous sommes mus effectivement par l'intérêt des populations. Maintenant, si nous sommes mis par d'autres intérêts, autres que les intérêts des populations, il est clair que parfois il peut y avoir, n'est-ce pas, des problèmes. Mais quoi qu'il en soit, nous, notre rôle, c'est de contrôler, c'est le contrôle de l'égalité. C'est le contrôle de l'égalité. Et à ce niveau-là, les maires délibèrent, ensuite les maires, effectivement, appliquent les délibérations du conseil municipal et nous sommes chargés de faire le contrôle de l'égalité. Nous avons de très bons rapports. Et si vous le dites, c'est peut-être par rapport à Christophe, mais je vous dis, Christophe, les gens le voient comme ça, bouillant, mais c'est un ami à moi, quoi qu'on dise. Bon, la seule problématique, c'est que c'est quelqu'un peut-être qu'il faut encore aider et pour qui il faut encore prier, parce que sa jeunesse, sa trajectoire, le mène hors circuit, comme on le dit. Et quand je l'appelle Christophe, certainement il va comprendre, parce que je ne voudrais pas dire d'autres noms pour en tout cas dire ce que je veux. Donc, je dis que c'est un frère, c'est un ami à moi, on n'a aucun problème. D'accord. En tout cas, j'entretiens d'excellentes relations avec tous les maires des communes de Dakar Plateau. Alors, lors de votre installation de fonction à la sous-préfecture de Dakar Plateau, nous sommes le 20 juin 2015, vous avez déclaré, je le cite, « J'ai l'ambition de faire de cette circonscription un véritable pôle de développement. » 2 ans après, à quel niveau se trouvent ces ambitions? Bon, vous savez, quand je le dis, peut-être que ça a été mal rendu par la personne. Mais nous, on n'a pas de programme. Nous avons comme mission d'appliquer la politique définie par le chef de l'État. Parce que le sous-préfet, c'est l'élément opérationnel du dispositif du commandement territorial. Quand le président est élu, c'est lui qui définit la politique de la nation. Il met en place un gouvernement qui a la charge effectivement de cette politique, sous la conduite de M. le Premier ministre. Et les projets et programmes maintenant qui sont appliqués au niveau de la base, c'est nous qui animons exactement, qui veillons à l'application correcte et le suivi de ces projets et programmes qui sont définis par le chef de l'État. Donc, je n'ai pas de programme. Mon programme, c'est le programme de l'État. Maintenant, par rapport à cela, c'est effectivement aider les différents maires dans l'exercice, effectivement, à remplir leur mission. Et à ce jour, moi, je ne prétends jamais faire un bilan. Je dis que toujours, comme le disait le feu Bani, l'homme a 3 juges. C'est le peuple, sa conscience et Dieu. Si j'ai fait un bon travail, il ne m'appartient pas à moi de le dire. C'est les voix autorisées qui peuvent le dire, ou les populations. Autre chose, s'il y a un juge que je dois avoir, c'est ma conscience, et que moi j'ai la conscience tranquille. Maintenant, du domaine du spirituel, si j'ai fait mon travail vis-à-vis des recommandations du Tout-Puissant Subhanallah, je pense que j'essaie de le faire. Mais je n'ai pas de bilan à faire, je n'ai pas de programme à dérouler, j'ai un programme à conduire qui m'a été donné, n'est-ce pas, par mes différents chefs. Alors, le problème de Dakar Plateau, c'est aussi l'occupation anarchique souvent de la voie publique par des tabliers autres ambulants. Aujourd'hui, qu'en est-il de ces mécaniciens qui se trouvent à Rebeuss et entre autres garages qui se sont installés de façon illégale? Bon, vous savez l'occupation d'abord de l'espace et du ressort des communes. Je crois qu'à chaque fois que les maires ont fait une demande par rapport à cette occupation anarchique, j'ai répondu présent. Notre rôle aussi est de veiller à la sécurité des Sénégalais, à la salubrité, n'est-ce pas, et à la mobilité. Il faut tantôt on parle de discipline, mais conduisez votre véhicule et allez-y sortir de Dakar pour aller en ville ou ailleurs.
Vous ne pouvez pas arriver sans insulter ou voir quelqu'un qui vous pousse à vouloir vraiment abandonner votre voiture. L'indiscipline est notoire. L'occupation anarchique est devenue une règle. Et comme j'ai l'habitude de dire, celui qui occupe illégalement la voie publique, illégalement je dis, il commet un délit. Et celui qui commet un délit est un délinquant. Et je le dis souvent, l'occupation anarchique de la voie publique, avec moi, ne fera l'objet d'aucune négociation. L'ordre public, comme je le dis, ne fera jamais de négociation avec moi. Il faut aussi que nous qu'on apprenne. Mais ce qui est important, ce n'est pas de la répression qui pourra y découler. C'est la prise de conscience que si nous nous battons pour aujourd'hui, que les voies d'accès soient libérées, c'est pour d'abord la sécurité des populations elles-mêmes. Quand les gens se permettent de vendre du matin au soir sur les trottoirs, sans se soucier des piétons, sans se soucier des voitures, ils passent toute la journée à risquer leur vie. Combien gagnent-ils? Quand les maires arrivent à vendre des places à 200 francs par jour, 150 francs par jour, combien de tonnes de déchets ces gens investissent là-bas par jour? Est-ce que ça vaut la peine? Quand on découpe une partie de la voie publique pour en faire des parkings, des stationnements, vous voyez l'immobilité que ça crée au niveau de la ville. Et si jamais chaque fois que vous avez entendu, il y a des feux dans les marchés, ce sont des catastrophes. Parce que quand les sapeurs arrivent, ils n'ont même pas par où passer pour intervenir. Donc ce sont des questions d'ordre public qui constituent aujourd'hui des problèmes. En tout cas, nous, on ne va jamais nous décourager pour, en tout cas, autant que se peut, réglementer la circulation des Sénégalais et des biens, sécuriser les Sénégalais et des biens par la mobilité, par la sécurité, par effectivement la salubrité. Il y va de même pour des bâtiments menacés en ruine. Il y a des Sénégalais qui mettent ces bâtiments menacés en ruine à la disposition d'autres Sénégalais qui risquent de le vivre tous les jours. Et la commission auxiliaire qui fait une visite, qui donne un rapport, qui demande aux gens de quitter, parfois a des problèmes dans l'application, parce que souvent les gens résistent. Et pourtant, quand nous venons pour leur propre sécurité. C'est de lancer un appel aux uns et aux autres, pour qu'ils puissent savoir que nous devons travailler la main dans la main pour que notre sécurité soit garantie, que notre salubrité soit garantie, que notre mobilité soit garantie. C'est ça aussi notre mission. Est-ce que les maires ne sont pas complices, vu les différents problèmes que vous avez expliqués? Bon, vous savez, moi je le dis franchement, il n'y a pas de question taboue. Ils sont souvent à l'origine. Et ce sont les mêmes maires qui nous demandent parfois des services pour venir, en tout cas, les aider à déguerpir les gens. Alors je dis que maintenant, quelqu'un qui a effectivement l'autorisation du maire ne peut avoir qu'une occupation à titre précaire et révocable. Mais souvent, ce n'est pas des titres précaires et révocables. Souvent, les gens construisent. D'autres viennent prendre le tablier, ils le mettent sur le trottoir et ils se nomment marchands ambulants. Autant de facteurs font que parfois c'est compliqué. Donc nous pensons qu'en tout cas, l'un dans l'autre, nous devons nous concerter. Et j'ai toujours privilégié la concertation, le dialogue, le consensus, pour en tout cas d'abord remarquer nos difficultés et ensuite, plus tard, voir les voies et moyens que nous pouvons utiliser pour en tout cas régler ces questions-là. Alors, autre commune qui a eu un problème récemment, c'est Gorée, avec cette panne de la chaloupe. Vous avez proposé deux alternatives. Qu'on limite le nombre de visiteurs. Ensuite, pour les élèves qui n'ont pas 3 ans, vous aviez dit clairement qu'ils n'ont rien à faire à Gorée. Pensez-vous que ces propositions peuvent prospérer? Vous savez, le problème ne s'est pas posé comme tel. Il ne faut pas oublier qu'au mois d'octobre déjà, on nous avait signalé que la chaloupe avait des difficultés. Nous avions pensé que si on dit qu'il y a un problème de sécurité au niveau des deux chaloupes, ma responsabilité, ce n'était pas d'attendre le deuxième bateau de Diola. Ma responsabilité, c'était de voir d'abord quel est le problème qui s'est posé, quelle aujourd'hui était la solution qu'il fallait pour sécuriser ces populations de Gorée qui vivent dans une presqu'île, dans une île. Ce qui fait que quand on a été informé de cette situation, monsieur le ministre de la Pêche, Omar Gueye, avait dans une dynamique organisé une réunion à l'issue de laquelle il y avait toutes les populations de Gorée, il y avait aussi le maire, il y avait les acteurs de la chaloupe, il y avait le port autonome de Dakar et tout le personnel et le préfet de département et moi-même. La question qu'il fallait savoir, c'était de trouver un moyen pour réparer, pour amener ces deux bateaux, ces deux chaloupes en carénage. Et pour cela maintenant, il fallait trouver une alternative. Cette alternative, elle n'était rien d'autre que de trouver encore d'autres chaloupes pendant 6 mois, pendant lesquels ils pouvaient supplanter effectivement
remplacer les 2 chaloupes qui étaient parties en carénage. Ce qui a été fait, on a mis donc les 2 chaloupes en marche, c'est Moussa Ndoye et Koumba Castel, et une autre chaloupe qui était chargée de convoyer tout ce qui était marchandises. Ensuite, on avait étendu les heures de rotation. Ensuite, les rotations aussi étaient des rotations régulières. Pendant tout ce temps, il ne s'est jamais posé un problème. Mais vous savez, à chaque fois qu'il y a l'approche des élections, ce sont des problèmes que les gens posent. Et ces problèmes maintenant ont fait que certains pensaient qu'il fallait aujourd'hui continuer à prendre des élèves. J'ai dit que par rapport à cela, les populations de Gorée étaient d'abord prioritaires. Il ne fallait pas mettre l'accent sur la commercialisation des chaloupes, mais d'abord pour les populations de Gorée, pour les travailleurs de Gorée, pour les élèves de Gorée, pour les femmes et les imams de Gorée, les évêques, ainsi de suite, les enseignants et les élèves. Ce qu'on a effectivement essayé de faire. Et on avait dit que pour ces conditions-là, il n'était pas décent que les enfants quittent un peu partout au Sénégal pour aller à Gorée, qu'ils passent une journée au niveau de l'embarcadère, dans des conditions non sécurisées, dans des conditions d'hygiène non garanties, pour aller à Gorée. Ils arrivent à Gorée à 16h, 17h, ils quittent Gorée vers le coup de 1h du matin, alors que ce sont des enfants de 3 ans. Nous avons dit que s'il s'agit de visites pédagogiques, un enfant de 3 ans n'est pas encore à cet âge. Il faut attendre. Je peux comprendre que les élèves qui font quand même le CM2 en classe d'examen, qui apprennent l'histoire du Sénégal, les autres qui sont en classe d'examen en 3e, ainsi de suite. Et pour cela, il fallait le réglementer, voir les quotas qu'on pouvait prendre, sans inquiéter, sans effectivement déranger le trafic normal des élèves qui devraient venir étudier à Dakar et retourner à Gorée. Ceux qui devraient venir à faire le marché à Dakar et retourner à Gorée. C'est autant de facteurs qui ont fait qu'effectivement nous avons pris ces décisions-là. Et je crois que même s'il y a eu des sacrifices que les gens ont eu à consentir, aujourd'hui cette question, c'est une page qui est tournée. Au moins, les chaloupes ont été quand même très bien entretenus, mis en carénage et remis en marche au niveau, n'est-ce pas, de Gorée. Donc, c'était juste cette question-là. Mais il y a eu un débat inutile qui a été effectivement orchestré par quelqu'un, vraiment, qui n'était même pas indiqué à le dire. Ce n'était pas le maire, ce n'était pas les imams, ce n'était pas les évêques, mais c'était un monsieur quand même, pour des raisons politiques, a voulu dire beaucoup de choses. Mais quoi qu'il en soit, moi, en prenant ces décisions, j'ai mis en avant la priorité des populations de Gorée, qui aujourd'hui, qui sont des populations à soutenir, des populations braves, très civilisées, très éduquées, très bien, très compréhensives. Mais quand on a des gens pareils, notre devoir c'est de les assister dans tous les sens pour qu'ils puissent en tout cas circuler librement et en toute sécurité. Donc mon problème c'était un problème d'abord de sécurité qu'il fallait régler, ensuite un problème social qu'il fallait régler. Mais ce n'était pas pour nous en tout cas l'occasion de renvoyer les élèves, d'arrêter les élèves, mais c'était une circonstance, il fallait trouver une solution et je crois qu'elle a été aujourd'hui saluée par tous. Alors, autre problème qui indispose ces Sénégalais qui fréquentent Dakar Plateau, c'est cette mendicité à outrance. Avez-vous un rôle spécial à jouer par rapport à ce problème? Bon, par rapport à cette question, je n'aimerais pas me prononcer, parce que l'État a un programme qui est en train d'être déroulé. Je vous conseille peut-être de vous rapprocher du ministère de la Famille ou bien le directeur des droits humains qui ont la charge de cette question pour qu'ils se prononcent davantage par rapport à cette question. Alors, je rappelle qu'on reçoit M. Djibou Diallo nous accorde ce matin une interview. On vous définit comme un homme intransigeant. Souvent, certaines personnes n'hésitent même pas à vous nommer Jack Bauer. Bon, vous savez, moi je suis un homme public. Ce que les gens pensent de moi, je ne peux pas le dire. Les gens sont libres de penser que moi, que je suis un homme intransigeant. Intransigeant par rapport à quoi? Si être intransigeant, c'est effectivement de faire appliquer les lois et les règlements de la manière la plus correcte, je le suis. Si c'est intransigeant, c'est refuser ce qu'il faut accepter, je ne suis pas. Qu'on m'appelle Jack Bauer, bon, ça, vraiment, je crois que c'est juste un truc, mais moi, je ne connais même pas Jack Bauer. Je ne l'ai jamais vu, bon, je l'ai peut-être aperçu dans un film, mais je crois que mon travail, je le fais convenablement comme je dois le faire. Maintenant, qu'on m'appelle Jack Bauer, ça, c'est Bamba Fall. Alors donc, et Fabrice Nguema souvent, et Koutia. Bon, mais je crois que, en tout cas, c'est à eux de voir pourquoi il m'appelle Jack Bauer. Mais je crois que tous les jours, quand même, je suis avec les populations, je suis avec les jeunes, je suis avec les vieux, je suis avec les Badjenogor, les imams, tout le monde. Donc je crois qu'à ce niveau-là, bon, moi je ne me suis jamais fait une idée, quand même, de sobriquets que les gens me collent. Alors je crois que je n'y peux rien, mais moi je m'appelle Djibi Diallo. Maintenant, comme je m'appelle Jack Bauer, ça, je le donne vraiment, je le laisse la latitude de me le dire.
Mais ce n'est pas une question quand même je ne suis pas quelqu'un de très dur. Peut-être que c'est ma manière de faire, peut-être qu'elle n'est pas comprise, mais à chaque fois que j'entretiens une mission, chaque fois que j'ai une mission à faire, je la fais comme je dois la faire. Peut-être c'est ce qu'on appelle parfois intransigeant. Je suis quelqu'un qui ne triche pas dans ce que j'ai à faire, je le fais comme je dois le faire, et puis j'essaie de le faire bien. Maintenant, est-ce que je le fais bien? Ça, je dis qu'encore, je ne suis pas mon propre juge, c'est les autres qui apprécient, et je leur laisse cette liberté. Est-ce que vous recevez des demandes de marche? Vous savez, tous les jours qu'on reçoit des demandes de marche, toutes les demandes de marche, en tout cas ici, ont été autorisées. Seulement, ceux qui veulent que leur demande de marche soit rejetée, ils font des demandes là où il ne faut pas le faire. Mais toutes les demandes de marche, je vous dis, qui sont ici, qui sont envoyées, ont été autorisées. Si vous faites allusion par rapport au plateau, le plateau, il y a toujours le fameux arrêté Ousmane Ngom qui est encore vraiment en vigueur. Et pour cela, je crois que, bon, écoutez, les gens savent à quoi s'en tenir. Et l'arrêté Ousmane Ngom est de rigueur même en cette période de campagne? J'ai dit que l'arrêté Ousmane Ngom est en vigueur. Et même si on nous parle, il y a un maire qui est en train de battre campagne au niveau de Dakar Plateau. Alioune Ndoye pour le nommer. Alioune Ndoye est dans sa commune. Est-ce qu'on peut empêcher un maire dans sa commune de circuler? Toute la question est là. Parfois, les gens posent des problèmes qui ne sont pas pertinents. Est-ce que Alioune Ndoye, qui est élu par les populations de Plateau, on peut lui empêcher de discuter avec les populations de Plateau? C'est ça la question. S'il ne parle pas avec les populations de Plateau, avec quelle population doit-il parler? Toute la question est là. Je vous renvoie à cette question, c'est à vous de trouver la réponse. Alors, quel est votre dernier mot pour mieux rassurer les Sénégalais, ces citoyens qui iront voter demain, dimanche? Je l'avais dit tantôt, le vote aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour des élections libres, claires et transparentes. Je demande à certains, à tous les chacun qui a, n'est-ce pas, cette possibilité, de manger très bien, de s'habiller correctement et d'aller exercer son devoir de vote. Alors, Monsieur le Préfet, je vous remercie infiniment de nous avoir accordé cette interview. C'est moi qui vous remercie. Alors, c'était votre émission Le Grand Oral devant ce micro Modigay. Merci à toute l'équipe technique Antoumar Mbaye et Karim Touré. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive.